le courage de se plonger dans un passé lourd, qui n'est pas seulement le sien, mais qui est également celui de son mari. Et nous allons avoir une galerie de personnages dont les souffrances vont être le nouvel adossoir pour aller vers la vie, pour aller s'accomplir. Voilà. Je disais que j'ai plaisir à te retrouver ici aussi, parce qu'on s'est perdu depuis les cafés littéraires autour de la scène littéraire que j'ai quitté depuis lors. Mais ton visage m'est familier. Il y a d'autres visages qui nous sont familiers aussi. Je dis donc bonsoir à tout le monde, amicalement, fraternellement. Comme Fatimata l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui a été longtemps mûri depuis, je pense, presque une année qu'on travaille sur ce projet-là pour venir. On voulait venir pendant l'année scolaire dans le lycée, mais voilà, il y a eu tout le temps des mouvements, soit c'est des grèves, soit c'est le calendrier scolaire qui ne le permettait pas. Donc on profite de ces périodes de vacances où vous êtes quand même disponible et pour faire cette activité. Du coup, c'est sur ça que je vais vous remercier, à vous tous, à travers mon ami Daouda, qui a pris en main l'organisation de cette rencontre, de ce café littéraire-là, qui nous permet d'être là ce soir. Alors, comment présenter Fatimata? C'est une passionnée de littérature d'abord, de lecture d'abord. C'est une grande lectrice, comme le disait Magaï la dernière fois. Elle a pris le temps de lire ses classiques. Je vous invite à écouter attentivement son portrait. Peut-être que ça peut susciter des vocations. Elle a pris le temps quand même de lire ses classiques, c'est-à-dire elle a tout lu, absolument tout. Il est rare de citer un livre qu'elle n'a pas encore lu. Et très bien lu. Je ne dis pas traverser le livre, simplement lire vraiment ce qu'on appelle lire, et retenir la quintessence du livre, donc en tirer des enseignements, retenir l'histoire du livre et tout ce qu'il a voulu raconter l'auteur. Ça, c'est déjà un point positif. C'est pour vous dire, si vous voulez arriver à son niveau, si son livre ou bien ses livres vous ont ébloui ou bien vous ont laissé une certaine impression, une très bonne impression, c'est qu'il faut d'abord beaucoup lire. Et cette grande culture littéraire, c'est normal, elle le tire de ses parents qui étaient des enseignants, d'éminents enseignants. Donc, elle a baigné dans cette atmosphère estudiantine, elle a baigné dans cette ambiance de lettres, de lecture, d'intellectualisme, j'allais dire. Donc, c'est normal qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas parce qu'elle avait des enseignants qui sont des parents qui étaient enseignants, la normalité ne vient pas de là, mais elle vient aussi de sa volonté. De sa volonté, parce qu'elle aime les lettres. D'ailleurs, ses études, elle a fait son bac au lycée Kennedy. C'est une Kennedienne. D'ailleurs, elle est en conclave avec ses amis canadiennes, quelque part ici, pas loin. Elle est allée faire ses études à Poitiers, en France. Donc, elle a suivi des études de lettres classiques. Elle a été professeure en France pendant presque 20 ans, 17 ans, on va dire. Ensuite, elle est revenue vivre ici, au Sénégal, son pays natal. Elle est née au Sénégal. Elle est franco-sénégalaise, mais elle est née au Sénégal. Elle a grandi ici. C'est ici qu'elle a eu son bac avant d'aller en France, voilà, travailler là-bas et revenir, continuer à travailler ici, au Sénégal, particulièrement à Dakar, au lycée Jean Mermoz de Dakar, au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Donc ça, c'est le côté professionnel. Maintenant, du côté de ce qui nous intéresse, nous, chez elle, c'est sa vie littéraire. C'est une dame qui s'active beaucoup dans l'animation de la vie littéraire au Sénégal. C'est rare de voir un mois passer sans voir dans une activité littéraire une programmation qui la concerne ou bien sans la voir apparaître quelque part dans une activité littéraire qui touche au livre, qui touche à la culture, qui touche au bouillonnement des idées. Donc ça, c'est un plus qu'elle apporte. Je dirais même que Fatimata, si vous êtes acteur de la vie littéraire au Sénégal, comme je le suis, si vous connaissez le milieu comme je le connais, comme je suis dans le milieu, vous sentez qu'elle a amené un nouveau souffle à la littérature. Avec son retour au Sénégal, avec son engagement dans la vie littéraire au Sénégal, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique. Il y a un groupe de jeunes, qu'ils soient des hommes ou bien des femmes. Il y a un groupe d'amis, un cercle qui est là, des habitués, pour ne pas dire des fans, Voilà, des gens avec qui elle se sent bien, qui
ont créé un mouvement. Et dans ce mouvement-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'on a eu pour certains des problèmes d'agenda et de calendrier, mais la délégation aurait été beaucoup plus importante que nos trois personnes, quoi. Donc il y a tout ce mouvement-là, ce dynamisme-là qu'elle a amené dans la littérature sénégalaise. Et ça, ceux qui sont dans le milieu le savent. Elle est extrêmement sollicitée pour faire ce qu'elle est en train de faire là, pour faire des interventions, présenter des livres, participer à des émissions littéraires, participer à des panels, participer à des conférences, etc., etc. Partout à Dakar, partout au Sénégal. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Et l'autre aspect sur lequel je vais terminer, parce qu'on a des problèmes de temps, peut-être, c'est son engagement humanitaire, je vais dire. C'est une dame qui est très engagée pour la cause des couches défavorisées. Elle fait beaucoup d'interventions, par exemple, dans une maison qui est à Dakar, dans la banlieue, qu'on appelle la Maison Rose, qui accueille des jeunes filles qui sont laissées en rade, quoi, qui vivent des difficultés, particulièrement, pour ne pas entrer dans les détails. Elle leur vient énormément en aide. Donc, elle vient en aide, intervient dans ces genres de situations, dans ces genres d'organisations et d'associations pour apporter son savoir-faire, pour apporter son aide et aussi y mettre ses moyens physiques et financiers. Et le dernier point par lequel vraiment je vais terminer, c'est son engagement en tant que femme qui se bat pour la cause des femmes. Je pense qu'elle doit être très contente en regardant la salle, parce que la salle est particulièrement féminisée, pour ne pas dire féministe. Donc c'est une grande dame féministe. Donc au Sénégal, tout le monde lui connaît, tout le monde connaît son engagement, son combat pour la cause des femmes. Elle le dit partout, elle ne s'en cache pas, elle réclame être féministe et elle le dit partout. À chaque fois qu'il y a débat sur ces questions-là, elle est au devant de la scène. Elle fait partie même de certaines associations ou organisations dont la spécificité est de se battre pour ces causes-là. Moi, j'ai été surprise un jour qu'elle était parmi les organisatrices d'une marche qui s'appelait la Marche Blanche, qui a été organisée à Dakar pour dénoncer les violences faites aux femmes, les violences faites aux jeunes filles, voilà, toute forme de violence basée sur le genre, faite particulièrement aux femmes. Donc voilà à peu près le portrait de Fatimata. Et le dernier point d'Aouda, c'est une femme qui est extrêmement généreuse et ouverte. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de Fatimata Diallo. Elle n'a pas de... Il n'y a pas de bling-bling chez elle. On l'approche très facilement, elle est très ouverte, elle est de commerce très facile et voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup. C'est un portrait un peu en pièces détachées, mais je pense avoir dit l'essentiel. Merci beaucoup. Et un pacte communautaire pour libérer le potentiel des jeunes filles. C'est ça qui est écrit sur ton t-shirt, sur le dos du t-shirt. Moi, c'est ça que j'avais sous les yeux. Et je me dis, faire un pacte communautaire, c'est vraiment génial pour libérer le potentiel des jeunes filles. Toi, tu as dit que vous levez un peu les obstacles à l'épanouissement des jeunes filles. Et c'est là que je dis, et pendant que tu parlais, j'ai ouvert un de mes fichiers qui est là. C'est un texte que j'avais écrit il y a fort longtemps, il y a peut-être, c'était en 2015, je crois. C'est un texte, lettre à nos filles et à nos petites filles, pour dire que moi, je ne fuis pas le terme de féministe. Quand quelqu'un me dit « vous êtes une féministe », j'ai dit « Alhamdoulilah, je suis une féministe ». Parce que ici, au Sénégal, quand vous dites « je suis féministe », les gens vous regardent avec des yeux bizarres. Ils se disent « qui m'ont faut le djogé ». Et là, c'est une toubab, c'est une... voilà. Eh bien non, moi je suis féministe, je l'assume à 100%, parce que le féminisme n'est rien d'autre que la lutte pour les droits des femmes. C'est uniquement comme ça que je le vois. Et donc ce texte-là, si vous voulez, je vous le passerai après pour que vous le lisiez. Mais je veux juste vous lire une phrase que j'ai écrite. « Chères filles et petites filles, il est temps à présent de vous mettre debout, ensemble, pour vaincre les fléaux qui nous retardent et réduisent nos efforts en cendres. Il est temps de réhabiliter le féminin puissant qui réside en chacune de vous.
et de lui redonner un lustre qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il est temps de déconstruire les préjugés qui feraient de vous des sous-hommes, incapables de participer à la bonne marche de la nation. Pour cela, il faut d'abord comprendre les mécanismes par lesquels les femmes sont devenues des sous-hommes. Il faut d'abord comprendre. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la connaissance. Ça veut dire qu'il faut muscler son cerveau pour aller à la quête de la connaissance et ne pas attendre, là, comme ça, le bec ouvert, qu'on vienne vous donner des leçons. Non, il faut être volontariste. Et c'est pour ça que je suis heureuse quand je vois des jeunes filles comme toi et comme d'autres dans Guéror qui vont pour aider leurs sœurs. On n'est pas là pour nous regarder comme ça. Celles qui sont plus fortes doivent pouvoir aider celles qui sont plus faibles. C'est comme ça que tous ensemble, on va progresser. Il ne s'agit pas pour les féministes d'écraser les hommes. Ce n'est pas vrai du tout. Ceux qui vous disent ça, ils vous mentent. Ce n'est pas vrai. Les féministes ne veulent pas remplacer les hommes. Hein. Attention, hein. Jamais de la vie. Moi, j'ai un mari, j'ai un frère, j'ai des neveux, j'ai des fils. Et je les aime profondément. Le féminisme, moi, que je pratique, n'a rien à voir avec celui qui est pratiqué par les LGBT ou autres en Europe. On est bien d'accord. Hein? Le féminisme que je pratique, c'est la lutte pour les droits des femmes et contre le fait qu'on les soumette et qu'on en fasse des sous-hommes. Voilà. C'est pour ça que j'ai un discours comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers invités des autres associations. À ma qualité de présidente du collectif Agora littéraire, je tenais d'abord à adresser mes vifs remerciements à nos camarades les Amis du Livre pour l'invitation. Ça a été un immense plaisir, vu que nous sommes des passionnés de la littérature, donc des amoureux des lettres. Et donc, ça a été vraiment un plaisir pour nous de venir assister à cette activité de haute facture, parce qu'au final, nous allons en tirer des connaissances qui sera opportun pour nous. Voilà. J'avoue aussi, donc avant de faire ma présentation, que lorsque j'ai vu la dame, j'étais très contente. Parce que c'est comme si, voilà, il y a un lien particulier entre elle et moi. C'est comme ça d'habitude. Parce que quand je vois, par exemple, Fatou Diom faire des interviews, ou toute autre écrivaine littéraire, dès l'instant qu'elle est femme, il y a quelque chose que je ressens au fond de moi, cette volonté de donner la meilleure version de moi-même, de toujours foncer. Et je me dis que les femmes aussi ont la capacité réflexive d'être autour du table, de participer à toutes les prises de décision, tout comme les hommes. Et donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi de rencontrer Madame Fatoumata. Et j'espère que ça allait pour vous aussi. Donc, moi, je me nomme Diorgué. Je suis écrivaine, poète slameuse. Donc, je suis étudiante en Master 1 en sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, présidente du collectif Agora littéraire. Donc, Agora littéraire, c'est une association de jeunes passionnés créée en août 2021 qui œuvre pour la revalorisation des arts et des lettres. Et donc, pourquoi on a eu l'idée de créer Agora littéraire? On s'est rendu compte qu'au niveau d'Ombour, il y a des passionnés de la lecture, de l'écriture, mais ne trouvent pas un cadre idéal pour vivre en toute plénitude leur passion. On s'est dit, pourquoi pas ne pas s'unir, créer notre propre panel, notre propre club et essayer de s'épanouir. Si les autorités ne peuvent pas agir dans le sens de l'éducation, créer, c'est-à-dire des mouvements associatifs, éducatifs, littéraires pour aider les jeunes, nous, on va s'engager pour le faire à notre niveau. Et c'est ce qu'on a fait. Personne ne nous a aidés. Avec notre propre volonté, notre propre engagement, on s'est donné corps et âme jusqu'à faire naître Agora littéraire. Voilà. Donc, pour ne pas tirer en longueur, c'est un peu ça. Après, je vais donner la parole à deux de mes camarades de faire prestation de slam, juste pour avant-goût. Donc, moi, je n'avais pas décidé de prester, mais je vais le faire pour elle. Et donc, je vais le faire pour elle parce que c'est un nouveau texte que j'ai écrit récemment, mais qui parle d'engagement de femmes. Donc, des étapes de sacrifice que j'ai eu à transcender jusqu'à arriver là où je suis, sans l'aide d'aucune personne. Donc, je vous remercie. Slam.
Si je vous dis que l'islam s'enflamme de terre en terre pour conquérir l'univers, vous allez dire « Vive l'islam ». Slam. Que l'islam s'enflamme de terre en terre pour conquérir l'univers. Que l'islam s'enflamme. Oui. Je vais dédier cette belle plume à nos chères mamans. Bon, je veux dire les femmes. Disons stop aux violences faites aux femmes. Oui. Les femmes sont nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Donc, on doit respecter les femmes. Les hommes, respectons les femmes. Slam. Femme, tu es l'épine dorsale de la vie, l'unique être sensible à nos envies, la protectrice de nos progénitures, la fondatrice de nos futurs. Femme, tu es un calice de patience, un arbre de vertu et de résilience. Tu es l'incarnation de la divinité, la source d'une joie illimitée. Femme, sans toi, tout se fait et tombe. Et avec toi, tout se réalise. Femme, tu es celle qui s'occupe de tout, en lui mettant tous ses atouts, sans attendre rien au retour. Femme, tu es celle qui nous donne des enfants et nous défend, celle qui apaise nos peines et douleurs, même celle qui se cache à l'intérieur. Femme, voilà aujourd'hui tu es devenue la proie d'un homme sans foi qui te considère comme un roi sur ton toit. Femme, tu souffres sans cesse à cause de l'homme féroce, dépourvu de sagesse, qui t'harcèle, t'agresse, te viole, pourtant il te voit pleurer, crier, hurler, mais il n'a Dieu qu'à ses désirs. Femme, tu es consciente sous la force brutale d'un homme comparable à un animal, qui est sa force pour t'humilier en pétinant ta dignité et en t'arrachant ta virilité. Femme, tu mérites respect et considération. Tu es celle qui vit traumatisée, abandonnée, insultée dans ton foyer et tu restes avec foi sans demander quoi que ce soit. Femme, tu mérites respect et considération. Yow sama jigéen yaa ñu jural ay doom ba pare nga dëkk dañu ko sàmmal yaral baaxal ak taaral yaa dëkk di ñu bëggal tax na saa ñu la gisul suñu rongoñ ju tuuru nakkar wér ñu fépp suñu yaakaar këpp cay jigéen yaay suñu weeru waay ki mat palaasu baay ak yaay. yow jigéen yaa dëkk di ñu bëggal tax na saa ñu la gisul suñu rongoñ ju tuuru yow yaay dëkk di fóot di bale di raxas di paase. yow jigéen budul woon yow dara du sotti te dinañ dëkk di kërti kërti. jigéen jox la cër mooy lu ñu war jox la nguur def la ni buur ngay doxal di dogal. yow jigéen yow góor yàlla def la góor jox la doole góor nga dëkk di ko dóor te nga war koo aar. yow góor yàlla def la borom këram nga def ko sa jaam dëkk di ko toroxal ak di ko tuutal. yow góor mbaa xalaat nañu ëllëg di nga jàkkaarloog sa borom moom mi la jox dooley góor. jigéen ku jara fonk la bu dul dara moo ñu jur yar ñu tette nu ba ñu doon dara. Slam. ABS. Que l'islam s'enflamme de terre en terre pour conquérir l'univers. Vive le... Je vous sens pas. Que l'islam s'enflamme de terre en terre pour conquérir l'univers. Que l'islam s'enflamme au fin fond de nos. Au fin fond de nos. Slam. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu sur la situation politique. Bon, je viens d'écrire. Voilà. Bon, je suis artiste. Bon, j'ai mes mots à dire. Sénégal sous nos gales, le pays de la terre en gale, loin des dégâts. C'est ce Sénégal que nos ancêtres nous ont légué avec honneur. Voilà, aujourd'hui, c'est l'ex-souffle de tous les maux, à cause de nos politiques sans éthique qui nous ont construit un destin tragique avec leur pouvoir clanique. Une fois au pouvoir, ils tournent leur dos à leur devoir. Et deviennent des rois sans foi sur nos toits, nous imposant leurs lois. Il y a de quoi s'inquiéter dans ce pays. Quand les justiciables n'ont plus confiance à la justesse de la justice, et quand les libertés sont bafouées, la démocratie reçoit des coups de fouet. Sénégal sous nos gales. Ce peuple est devenu le berceau du crime, car la tolérance a perdu son âme et l'hospitalité en péril, faisant de nous un peuple stérile. Il est vrai que le monde sans humanité n'est que criotier, mais il est vrai aussi qu'un pays sans l'indépendance de la justice n'est qu'un champ de bataille. Oui, le peuple se met en duel pour combattre l'injustice brutale. La triste fumée s'envole et menace le ciel. Oui, nous vivons une cruauté tellement cruelle qu'en parler serait vraiment horrible. Oui. Des villes ravagées, des entreprises saccagées et les temples du savoir vandalisés. Oui, c'est ce Sénégal. Sénégal sunu gaal mi sunu maam yi bàyyi woon
xametuma sunu réew mi. Sénégal sunu gaal. Oui. Des barrels ont quitté des armes pour ôter la vie des hommes et on creuse des tombes pour enterrer ces innocents sans trouver leurs coupables. Oui. Le pays en flammes, le peuple en larmes réclame justice pour une histoire montée en toutes pièces. Oui. Sénégal sunu gaal, le pays de la Teranga, loin des dégâts. Une Sénégal, pays de la Teranga, au Sénégal. Je crie cette douleur qui siège dans mon cœur en écrivant ce texte pour rendre hommage à ses compatriotes qui ont perdu des vies. Free Sénégal, slam. bu doom donnoo néegu baay dafa fekk baay juboon mu natt sa dàllu baay ba mu jot teewul nga doon sa baay dangaa mat baay dongu sama doom boo rombe sa noon jox ko loxo bu yàggee murus del sóor way suba bu la nit defee safaan tànnal sa xel na xol day sot bu dee man sa baay xam naa li ma mën xam naa li ma bëgg mën naa li ma mën naa li ma bëgg gëm naa li ma mën gëm naa li ma bëgg maa ngi doxale sama jëmm ci toolu yërmande ngëm-ngëm ngir mucc ëllëg maa ngi dox di teen ngir seen li tey dencal suba bu dee tey moo ëmb suba ma ne teenu digg dëkk moo war a doon puso buy ràbb diggante yi sonna si doonal baag bile ma ne ki dëkk ci di la defal xas la baadoo la da koy yomb moo tax it ma ne leen ci nasaraan je suis noir je suis fier d'être noir je suis fier d'être noir je suis le lion je suis le baobab je suis la force je suis le courage. Alors Afrique, porte-moi comme une mère porte son aîné. Marche et je marcherai comme l'enfant qui marche derrière sa mère. Chante et je danserai au rythme de ta voix malheureuse à la fois mélodieuse. Afrique, raconte-moi l'histoire de tes hommes, de leur force sur le métal, sur l'acier, sur l'or. Raconte-moi la vertu de tes femmes, de la vertu de Ngor, de Djom, de Soutre et de Mougne. Afrique, parle-moi comme une mère parle à son enfant. Parle-moi comme une veuve qui se libère. Parle-moi comme la mère qui parle au ciel. Afrique, je suis noir, je suis ton fils et je suis nègre. Yvon Faye, le nègre. Chers invités, présidente et secrétaire du club Les Amis du Livre, chers tous, veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales et permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir répondu à notre invitation. Je réponds au nom de Bachir Ly, élève en classe de première L2 au lycée de Nguékokh et chargé à cette occasion spécifique au résumé et à la présentation de l'œuvre qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, qui est le Rouge Silence de Mme Fatoumata Diallo Ba, ici présente. Donc, je vous prie, chers invités, de nous accorder votre attention pour qu'on puisse faire de cette rencontre un rendez-vous du donner et du recevoir. Et pour ne pas tergiverser, je vais entrer au vif du sujet en commençant notamment par la présentation de l'œuvre. Rouge Silence. Par la présentation de l'œuvre, je vais commencer par le titre. Rouge Silence. Tantôt, madame a commencé à expliquer le titre. Cette rouge, c'est un symbole des couleurs. Il est symboliste en fait. Cette rouge peut regarder des choses comme la transformation et tant d'autres choses. Et cette silence, c'est cette chose qui empêche les gens de dire ce qu'ils sont en vrai. C'est un mur qui enraille les hommes de se communiquer les uns les autres. Et si vous voyez même dans la couverture, il y a la présence de deux couleurs. Cette couleur qui peut symboliser la fureur, la révolution, la transformation et parfois même l'amour. Et cette zone qui représente l'espoir. Et après avoir présenté l'œuvre en tant que telle, je vais voyager dans Rouge Silence. Rouge Silence se passe principalement à Paris, dans un été contemporain caniculaire. Et Rouge Silence, contrairement, parce qu'elle avait publié une première œuvre intitulée Des cris sous la peau, publiée en 2018. Et cette cri sous la peau, en fait, Rouge Silence est une suite. C'est-à-dire qu'elle avait publié une première œuvre et Rouge Silence, c'est sa deuxième œuvre. C'est une suite, en fait. Mais si vous n'avez pas lu le premier volet,
Ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans Rouge Silence sans encombre. Et ceci dit, Rouge Silence Rouge Silence est un hymne au pardon, à la résilience. C'est avant tout une ode à l'amour. C'est un roman initiatique au-delà du temps et de ses carcans. Parce qu'entre tradition et modernité, passé terrible et futur incertain, Rouge Silence est un roman qui nous offre une porte de sortie contre la violence sociétale dans laquelle la violence est bourreau. Et si vous voyez dans l'œuvre, il se tourne autour de 4 personnages, principalement autour de 4 personnages. Vous avez Yandé, c'est une jeune femme de 40 ans et mère de 2 filles, Sarah et Marie, et de son époux. L'histoire se tourne principalement sur ces 4 personnages, pour ne pas parler de façon globale, puisque c'est un résumé. Et dans cette famille, ils s'étaient séparés par un mur de silence. Comme vous voyez, c'est Rouge Silence. Ils ne se communiquaient pas, il n'y avait pas de communication. Comme la plupart de nos familles, il y a parfois des communications, etc., etc. Mais dans cette famille, dans la famille de Yandé, il n'y avait pas de communication. Ils s'étaient séparés par un mur de silence. Et mort, l'époux de Yandé était un père violent. Il battait presque tout le temps sa femme. C'est pourquoi ses 2 filles, Sarah et Marie, ne l'aimaient pas. Parce qu'il le disait que c'était un père violent et irresponsable. Et cela a contribué à ce silence. Et pour ouvrir une petite parenthèse, puisque Yandé était à Dakar, laissant ses 2 filles et mort à Paris, et une fois de retour, Yandé, à la quête d'elle-même, tente de savoir plus sur son mari et ses 2 filles, désormais devenues adultes, ainsi qu'à mettre des mots sur ses blessures et ses secrets de famille. Ok, je vais citer un passage de ce livre qui dit, c'est Yandé qui dit, l'odeur de la peur, elle veut l'éloigner, le silence de la peur, elle veut le briser, les cris sous la peau, elle veut les pousser au dehors, la liberté, elle ne la conçoit plus comme un rêve inaccessible, mais la conquête d'un jour nouveau, celle d'un soleil d'indépendance qui illuminerait sa vie. Extrait de Rouge Silence à la page 89. Et si vous voyez cette passage, vous allez comprendre que Yandé, une fois à Paris, voulait savoir plus sur son mari et ses 2 filles, c'est-à-dire sur les secrets en fait qui se cachaient dans cette famille, parce qu'elle tente de mieux connaître son mari et ses 2 filles. C'est pourquoi un jour, et cette dialogue se commence à la page 88-89, un jour, Yandé, à la quête d'elle-même, pour savoir plus de son mari, parce que je vous l'avais dit, il ne connaissait pas beaucoup de choses de son mari. Il y avait des secrets qui s'étaient cassés. Et une fois, elle s'est mise à interroger son mari mort pour lui raconter de son passé. Et l'histoire a commencé notamment sur sa tante Ndiémé. Parce que, comment dirais-je, Yandé voulait savoir qui était sa tante Ndiémé. Et de cette histoire que Mort a commencé à raconter. Et je vais citer un autre passage de ce livre, extrait de Rouge Silence à la page 89. Mort est retourné vers son passé qui coule à nouveau comme une rivière en furie. L'abandon de son père, la mort de sa mère, la fuite du Dara de Serigne Songué Ndiaye, les flammes qui continuent de lui brûler l'âme. Donc vous voyez que Mort de Dakar à Paris était l'incarnation d'une enfance confisquée par l'abus et la violence sourde. Parce que lorsqu'elle était enfant, on lui disait que pour manger, il faut voler. Et il a volé. Il a dormi sur les cartons. Il s'est guinzé. Il s'est drogué. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de violences qui caractérisaient son enfance. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Mort était violent avec sa femme et ses 2 filles. Parce que, vous m'excusez, je vais le dire en Wolof, comme dit les Wolof, li nga namp rek ngay taxamteeku. Mort lu mu nampoon mooy violence, une violence boobu rek la mën a exercer. Moom la mën a incarner une fois
une fois même devenu père. Et cette même violence qu'il continue à incarner, une fois étant père de famille. Et là, après avoir rencontré son histoire, Mort termine par dire à Yandé, je cite, « Crois-moi, rien ne reste de mon âme vidée de sa substance par toutes sortes de fauves racontées dans le noir absolu de mon existence. » Et fin de citation, extrait de Rouge Silence à la page 90. Et cela, Mort disait que l'une des fauves était sa tante Ndiémé. Parce que là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Parmi les violences qu'a subi Mort, sa tante Ndiémé a contribué, comment dirais-je, a beaucoup contribué sur la violence qu'a subi Mort. Parce qu'il le maltraitait, il le violait, elle le faisait beaucoup de mal en fait. Elle le faisait beaucoup de mal. Son enfance, sa tante Ndiémé l'a maltraité, elle l'a traité de tous les noms, genre. Et ceci dit, vous voyez que Mort, depuis son enfance, ne connaissait que la violence. Et une fois que Mort a terminé de raconter son histoire à Yandé, Yandé se fond en larmes. Et soudain, il aperçoit que Mort s'est vraiment écroulé sur le sol. Et un mince filet de sang coulait de sa bouche. Et tout d'un coup, Yandé appela le SAMU et Mort est évacué. Et au moment où Mort embarquait dans l'ambulance, Yandé savait dans un mystérieux élan de lucidité que Mort ne remettra plus les pieds sur le 12e appartement de Paris. Et cette pensée lui serre le cœur. Et c'est de cela même que ça a été. Parce qu'après quelques jours, vers la fin du roman, Mort va devoir rejoindre son homonyme parce qu'il sera mort. Et ceci dit, vous comprenez, vous voyez nettement que Fatimata Diallo se refuse corps et âme au rouleau compresseur du silence broyé par ses personnages. Une marée de silence déchirant, ses personnages désabusés, terrés par les replis du silence trop dense pour être celui de l'indolence. Sa prate presque achevée et la plume délicieusement indignée, l'auteur peut à présent conjurer le sort de ces personnages tristement confrontés à leur propre situation, c'est-à-dire à leur propre dispersion, à leur propre situation. Et ce qui m'a plus frappé dans l'œuvre, c'est que tour à tour, mis dans la peau du narrateur, l'auteur semble porté par la magie d'une force invisible pour ramener à la vie des personnages, mis par le sentiment d'être présent et de lier à une parole. Parce qu'on vous disait que dans le début du roman, les personnages étaient caractérisés par un silence. Mais à la fin, lorsqu'on lit le roman, on sent que ces personnages sont mis par le sentiment d'être présents et en même temps déliés à une parole. Et ce faisant, Madame Fatimata Diallo est sublimement parvenue à édulcorer le rouge silence d'épouvante en amenant ces personnages pas uniquement à affronter leur peur, mais à embrasser tant leur être que leur silence, mais non plus rouge d'amertume, parce que au début c'était un rouge d'amertume, ou de terreur. Mais cette fois, il est fécond de l'ambition noble de redessiner ses rêves et ceux des autres. Et pour terminer, je dirais que Madame Fatimata Diallo n'est pas que plume. Elle est art incarné, elle est émotion foudroyante, elle est séduction absolue, elle est ivresse dans sa quintessence. Et dans un genre de mélange exquis, elle nous livre un roman d'apétose, assurément un bon roman, si l'on croit aux paroles d'Éric Emmanuel, qui disait dans l'épilogue de Carleton, à la mémoire d'un as, qui disait qu'un bon roman se mesure au nombre de personnes qui y sont tuées. Et moi, lorsque j'ai lu le roman, et la plupart de mes camarades, c'est-à-dire des membres que je partage le même club, ont cette impression-là que ce livre est tellement bien fait. Et je l'apprécie vraiment, vraiment. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers invités. Bonsoir chère madame. Je m'appelle Aïssatou Combé Diagne.
membre de ce club, les Amis du Livre. Je me présente ce soir devant vous pour vous présenter mon thème qui porte sur la vie conjugale et le mariage forcé. Extrait dans le roman Rouge Silence de Fatouma Diallo Ba. Alors, on peut considérer que ce thème peut être constitué comme étant le cellule principal de ce roman, car la narratrice met en avant la vie en couple de plusieurs personnes, notamment celle de Yandé, le personnage principal. Cette dernière subit à chaque fois la mauvaise humeur de son mari, encaissant des insultes et des coups violents. Une violence qui atteint son plus haut degré. Mais Yandé se tait dans un mur silence, envahi par la douleur et la souffrance. Le choix de l'auteur n'est point un hasard et il se justifie, car dans notre société se trouvent plusieurs Yandé. Ce sont des femmes qui n'ont pas choisi leur propre mari, mais qui ont été mariées quand bien même. Ce sont des femmes qui n'ont pas eu la... Ce sont des femmes qui subissent à chaque fois que Dieu fait des colères, des foudres blessantes et même qui souffrent tout le temps. Ce sont des femmes qui souffrent en silence, qui ne pipent mot et choisissent quand bien même de rester, soit pour éviter de décevoir leurs parents, soit pour éviter le regard de la société, soit pour éviter, une fois mariées, une fois divorcées, d'avoir, soit pour... Je suis désolée. Soit pour éviter de décevoir leurs parents, soit pour éviter le regard de la société, soit pour éviter, une fois divorcée, d'avoir des difficultés à se remarier étant une mère de plusieurs enfants. Soit les raisons sont diverses d'une femme à une autre. Pour le cas de Yandé, c'est un mariage arrangé par sa tante où il n'y a pas d'amour entre elle et son mari mort. Par contre, dans ce thème, il y a plusieurs violences féminines, mais un autre cas particulier mérite d'être soulevé, qui est celui de Mort. Mort a une enfance douloureuse et mouvementée, ce qui explique son comportement. Certains philosophes soutiennent que l'homme adopte des attitudes semblables à celles de son environnement, ce qui nous permet de dire que c'est donc dans l'ambiance socio-culturelle que l'homme s'éduque, s'humanise, s'épanouit et exprime ses potentialités. D'où cette célèbre expression d'Erasme qui disait, je cite, « On ne naît pas homme, on le devient ». Mort est né parmi les siens, mais ces derniers ne l'ont pas aidé à atteindre un haut niveau d'humanité. Au contraire, je cite, « Ils ont fait de lui une arme de destruction massive ». Comme l'a dit Yandé lorsque le mur de silence se brisa. Mort est une arme de destruction massive, car lui-même il souffrait, mais aussi il faisait souffrir sa femme. Et ses enfants en ont pâti horriblement, surtout Marie. Ce qui fait qu'il n'est pas totalement dédouané de tout ce qu'il a pu infliger à sa famille. Néanmoins, pour pouvoir avancer, Yandé n'oublie pas, mais choisit la voie du pardon. L'auteur montre l'importance de pardonner dans la vie. Pas pardonner tout et n'importe quoi, mais, je cite, « Pardonner pour vivre sans rancune ni rancœur », disait Fatidien dans Chambre 7. Et à Yandé d'ajouter,
J'ai choisi la voie du pardon pour ne pas demeurer dans la rage. Or, la rage rend amère, la rage rend aigrie, ce qui nous empêche d'apprécier la vie et d'évoluer positivement. Le roman Rouge Silence de Fatma Diallo Ba regorge plusieurs thèmes généraux et la femme en particulier. Yandé affirme, je cite, « J'aspire à cette liberté des femmes quand elles refusent le genre du patriarcat. J'ai choisi la voie de dissoudre les silences rouges qui nous étranglent et d'élever une parole de résilience et non-signation. » Et l'auteur qui campe le décès dès le début de son ouvrage à la page de dédicace. Je dédie ce roman aux hommes et aux femmes qui se battent au quotidien pour réussir le miracle de la vie. Merci. Je termine. Mesdames et messieurs, fin de la lecture, amoureuse du roman, bonjour. Je réponds au nom de Bintou Sarr, présidente du club Les Amis du Livre. À présent, je ne saurais commencer sans vous remercier d'être à toutes et à tous, lâcher vos activités et de venir assister à nos activités. Merci. Bonjour, Madame Badiallo. Cependant, aujourd'hui, il me revient de porter une analyse sur un thème aussi important et récurrent dans Rouge Silence, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. Mais pour cela, je voudrais d'abord vous dire que je n'ai pas la prétention de vous présenter un travail exhaustif, mais il s'agira surtout pour moi, et avec humilité, d'avoir le mérite de poser des jalons d'analyse, des jalons de réflexion, voire de recherche. Cependant, je pense que si je dis émancipation, vous allez vous demander pourquoi. Mais je ne vais pas vous le dire maintenant, avant de vous dire que de l'étroit lien qui existe entre l'auteur de ce roman et d'autres. Je ne peux pas dire émancipation sans penser à Mariama Ba ni à Ken Boukoum, car il y a une liaison très étroite entre notre narratrice et ces dernières. Cependant, comme nous le savons tous, longtemps écartée du pouvoir, cartonnée à gérer un rôle mineur, la femme a toujours vécu des atrocités. Ainsi, pour son émancipation, et pour peu qu'on essaye de lui trouver une définition, peut être mise en rapport avec le féminisme auquel elle est étroitement liée. Mais aussi, elle peut aussi être définie comme étant une action de se franchir d'un lien, d'une entrave, d'un contraire, voire même d'un préjugé. En toute sorte, ce que voulait dire William Ernest lorsqu'il affirme « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Pour certains, elle s'inscrit dès lors dans une logique de confrontation, voire même par l'affrontement des sexes, c'est-à-dire dans le rapport aux hommes. Car l'émancipation signifie libération, voire liberté totale. Ce qui s'affirme par la voix de Coletti à la page 25. Moi, personne ne me contrôle, je fais ce qui me plaît. Même si, hors dans Rouge Silence de Madame Fatoumata Diallo Ba, même si le problème ne se pose pas par l'affrontement des sexes, il reste vrai que la quintessence thématique de l'œuvre, la vraie raison des échanges épistolaires entre Yandé et ses filles, apparaît sous l'angle des rapports heurtés entre les personnages masculins et féminins, c'est-à-dire Mor et Yandé, Claudie et Roger, Marie et Joseph, Julien, autant pour moi. Cependant, et comme Aimé Césaire le suggérait à propos du nègre, la femme se découvre femme au comble de l'humiliation et de l'assujettissement. En effet, Serge invité,
Yandé, Marie et Claudie auraient-elles pris conscience de leur situation si, pour Yandé, mort ne l'avait pas humilié, violenté, torturé physiquement et psychologiquement? Ce qui se justifie par la voix de sa fille à la page, de sa fille Sarah à la page, de sa fille Sarah. De quel droit l'agresse-t-il? Insulte, cri, coup, menace. Sa méchanceté gratuite a saturé mon adolescence et mon enfance. Fin de citation. Pour Claudie, qui a pris conscience de la manipulation et de la manière inhumaine dont Roger l'a traité. Pour le cas de Marie, qui est utilisé pour dénoncer la lâcheté, la méchanceté et l'irresponsabilité de certains hommes. Ce qui se justifie à la page 39. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, autant d'interrogations dont les réponses se trouvent entre ces trois personnages qui partagent presque le même sort dans l'œuvre. Ce sera donc un début de prise de conscience et de la parole. Ce qui se confirme à la page 59. Une bulle d'air se forme dans son ventre et éclate à un nom sonore. Puis elle ajoute. La jeune femme répète plusieurs fois son nom libérateur qui lui donne le choix du refus. Refus de continuer à pleurer sur son sort. Refus d'être une victime sans histoire de salir. Refus d'être le gibier poursuivi par le croc des bourreaux. Cher public, voilà une parole qui devient incisive, virulente et acerbe, et qui accuse les hommes sans complaisance. Ainsi, la narratrice explique comment Yandé se défend face à mort. Face à mort. Face à mort. Tu ne frapperas plus personne ici. Lui assène-t-elle, calmement et fermement. Cette époque est révolue. Assieds-toi maintenant. Alors, chers invités, j'aimerais vous dire que c'est le passage qui me plaît le plus dans l'œuvre. Franchement, je vous le dis. Parce que ceci me renvoie directement à Mariama Ba dans sa si longue lettre, lorsqu'elle dit « Cette fois, je parlerai ». En réalité, cher public, l'émancipation procède justement de cela, de cette capacité de la femme d'être persévérante et de dire non. Oui, non. Non. Non d'être une victime. Non. Non aux tortures. Non aux menaces. Non aux coups. Non à la violence. Non à tout ce qui l'entrave, tout ce qui la nuit, tout ce qui la contraint. Et surtout, rompre avec les fils du silence, mais aussi rompre avec les chaînes de la patriarcat, surtout avec la manipulation de certains hommes. C'est-à-dire, cher public, d'être une femme libre, qui ne saurait subir de contraintes, de soumission, de servitude, ni de servitude de la part de quiconque. Pour moi, cette œuvre de Fatimata Diallo Ba est une invitation non seulement à une évolution des mentalités, mais aussi une injonction faite aux femmes pour qu'elles sortent de leur mutisme, de leur passivité et de leur mutisme. Elle incite aussi à l'humiliation, elle les incite aussi à l'émulation et à l'élitisme dans une société encore conservatrice où elles sont obligées à conquérir et à gagner leur place. En réalité, les exemples de Yandé, Marie et Claudie ne sont que de simples subterfuges pour dénoncer le cas de bien d'autres femmes, torturées, méprisées, reléguées. Mais cependant, depuis le début, vous constatez que je pars du bonne image de l'émancipation. Vous allez vous dire sincèrement que je suis féministe, mais il y a bel et bien une mauvaise partie. Car Mariama Ba Lafort est heureusement compris lorsqu'elle écrit « Le modernisme ne peut donc être sans s'accompagner de la dégradation des mœurs, ce qui arrive à Marie dans le silence. » À mon avis, la femme peut s'émanciper, assimiler les progrès du modernisme, se les approprier même, mais sans s'émanciper. Encore moins de se dissimuler et dissoudre ses propres valeurs dans le progrès, c'est-à-dire le modernisme. Cependant, permettez-moi de m'arrêter sans conclure, pour ne pas clore un débat que j'ai l'honneur d'introduire.
Maintenant, il ne me reste plus de répondre à la question qui m'avait permis de suspendre l'analyse critique de ce thème. Est-ce que l'émancipation est-elle privée? C'est-à-dire que la femme s'émancipe toute seule sans les autres? Je peux en toute tranquillité dire non. Car Simone de Beauvoir l'a fort et heureusement dit lorsqu'elle écrit: une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Ce qu'a exactement fait Yandé dans son nouvel appartement, en apportant ses voisins du soulagement et de l'apaisement avec ses massages. Merci, je pense que c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais commencer par le Wolof. Assalamu alaikum. Le français, bonsoir. L'anglais, good afternoon. L'espagnol, buenas tardes. Le japonais, je ne parle pas japonais. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Insa Bernard Sambo, alias Charismatique Souverain. Donc, je suis slammer, élève, un féministe et surtout le préféré de sa maman. Donc, je vais commencer. Dans ce prestigieux et inspirant roman de Fatima Diallo-Ba, Rouge Silence réside un amour, ou plutôt des amours. Un amour exceptionnel et agréable dont beaucoup d'aspects étonnants vacillent dans cette œuvre aux multiples facettes. Que ce soit un amour fraternel, maternel ou plus encore un amour romantique, ce livre foudroie d'empathie et de tendresse de n'importe quel lecteur au cœur assez dur pour ne pas comprendre l'amour. Bref, beaucoup de vous doivent s'attendre à ce que je sois beaucoup plus explicite sur ce thème. Mais avant cela, laissez-moi un peu l'honneur de vous expliquer l'amour en général. Disons, c'est quoi l'amour? En fait, l'amour est un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse et la douceur entre deux êtres. Et si cela ne vous convient pas, Victor Hugo, le grand, disait « Aimer, c'est vivre, aimer, c'est voir, aimer, c'est être ». Et si cela ne vous convient pas encore, il y a Michel Morgan qui dit, lui, que le bonheur existe sur terre et il est dans l'amour. Donc, rien de plus que ces mots pour exalter l'amour en tant que tel, dans toutes ses formes. Et comment pourrais-je terminer cela sans parler du plus grand amour qui soit entre deux êtres, l'amour romantique. Ce dernier qui fait et qui défait. D'où cette citation qui dit que tomber amoureux c'est facile, mais rencontrer quelqu'un qui t'allume l'âme, ça c'est exceptionnel. Voilà ce qui est l'amour. Et pour un peu préciser, je peux dire que l'amour n'est pas raison, l'amour est question, l'amour n'est pas réflexion, l'amour est émotion, l'amour n'est pas prison, mais plutôt une mission, l'amour n'est pas folie, l'amour c'est la vie, l'amour est juste là pour faire vibrer deux êtres s'aimant pour l'éternité. Après cette brève récap, passons maintenant au vif du sujet. Voici les différents types d'amour évidents dans ce livre. Il y a l'amour entre Yandé et ses filles, Marie et Sarah, Marie et Julien, et enfin Marie et Moussane. L'amour entre Yandé et ses filles. Yandé aimait ses filles d'un amour brave et profond, qui d'ailleurs va contrer vents et marées jusqu'au bout du livre. Fatima Diallo-Ba illustre là un amour maternel, un amour entre une mère et ses filles. Et je suis mal placé aussi pour vous décrire l'amour d'une mère, l'amour qu'une mère peut ressentir pour ses enfants. Entre ses filles, Yandé aimait aussi la plante. Les plantes, autant pour moi, les fleurs. Elle trouvait ça comme une brèche au malheur dont elle était soumise dans son foyer. L'amour entre Marie et Sarah. Étant deux sœurs très différentes par personnalité et par caractère, n'ayant pas la même vision du monde, ne leur empêche pas pour autant de s'aimer mutuellement l'une de l'autre. À chaque fois, il y a cette solidarité entre elles, ce besoin mutuel d'être soutenues dans les moments de douleur, de souffrance, de tristesse. Voilà ce qu'on appelle un amour fraternel.
L'amour entre Marie et Julien. Marie et Julien ont vécu un amour qu'en ont vécu la plupart d'entre nous. Je dis par là, un amour romantique. Leur histoire d'amour était plutôt fascinante. On pouvait voir l'amour de Marie, l'amour que portait Marie pour Julien. En parlant d'amour romantique, il y a aussi Claudie. Il y a aussi Claudie et Julien, je crois, qui, eux, ont vécu un amour plutôt fugitif, puisqu'ils ont quitté tous les deux leur foyer natal. Et là, l'amour de Claudie me fait un peu penser à l'amour des hindous. Vous vous souvenez les hindous dans les films, quand leurs parents ne veulent pas qu'ils s'unissent, ils font du fakr. Ils fakr carrément la région et allent dans une autre région pour aller se marier là-bas. L'amour maternel entre Marie et Moussane. Je vous disais tantôt que Marie était en couple avec Julien. Et un couple qui a débouché dans un accouchement de... Bonsoir, chers invités, chers auteurs, chers membres des différents clubs ici présents. Recevez mes salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses. Je me nomme Martine Elisabeth Mossansar, membre du club depuis ma seconde et étudiante en deuxième année en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar. Je suis là, j'ose me présenter devant vous pour vous faire part de mon exposé qui porte sur le thème ci-après, les souvenirs. Et j'aimerais commencer par cette phrase. Demeurez dans les souvenirs et votre vie est vouée à l'échec. Un souvenir peut être défini comme quelque chose dont on a mémoire, que ça soit un bienfait ou une injure. Tout être a ses souvenirs, car doté de mémoire qui ne cesse de conserver. Cependant, il est indispensable de souligner qu'il serait fou, voire même anéantissant d'y demeurer, d'en faire sa vie. Je veux évoquer là les souvenirs. Lorsque c'est un bienfait, il faut l'avoir à un coin de la tête, tout près, en guise de reconnaissance et d'alarme à l'égard de notre bienfaiteur. Mais quand c'est le contraire, c'est-à-dire une injure, il faut tout d'abord en guérir et le refouler le plus loin possible et puiser assez de force pour poursuivre sa route. Malheureusement pour moi, cette règle ne s'est pas présentée et il n'a pas su lui non plus aller la chercher. Violé, torturé et piétiné dès son plus jeune âge, d'abord par sa marâtre, puis au Dara de Serigne Songué, où il a été envoyé par son aveugle de père, son aveugle de supposé père, si je peux le dire comme ça, parce qu'il a été aveuglé par la haine qu'il avait à l'égard de sa mère et à l'égard de mort lui-même, parce que ce n'était pas son enfant. Il est issu d'un adultère. Mais cela aussi s'est passé parce qu'il y avait les manigances de sa femme, sa cruelle femme. Et enfin, par les nombreuses tournures de la vie, en passant par la dame Yémé, tante de sa future femme Yandé. Une personne sur qui il n'a cessé de déverser son désespoir et sa mauvaise humeur qu'il a acquis de la cruelle femelle qu'on peut appeler la vie. Toute âme est pure à la naissance, mais c'est l'entourage et les nombreux événements rencontrés qui la transforment en un monstre au final. Mort lui-même l'explique en ces termes à la page 90 à sa femme. Crois-moi, je cite, pardonnez-moi, crois-moi, rien ne reste de mon âme vidée, de sa substance, par toutes sortes de fauves rencontrés dans ce noir absolu de mon existence. Fin de citation. Mort qualifie son existence de noir absolu parce qu'il a été maltraité. Il n'a pas eu une enfance vraiment qu'on pourrait appeler une enfance, parce que l'enfance doit être douce. Il devait être cajolé, mais ce n'était pas le cas. Petit enfant innocent, séparé de sa mère, maltraité et en manque d'affection, le petit mort grandit dans une atmosphère qui le transforme en une personne malheureuse et remplie d'ondes négatives, ce qui se répercute sur son foyer et façonne des filles aux sentiments haineux à l'égard de leur père, une épouse désespérée et une famille tout entière déchirée. Et l'appel que je voudrais
vous lancer ce soir, à la fin de mon exposé, ou bien le cri de cœur que je voudrais émettre est celui-ci. Apprenons à guérir de nos maux. Apprenons à sortir de nos coquilles pour un monde meilleur. Merci de votre aimable. Impressionné. Et je salue vraiment vos professeurs, en particulier Madame Doy, c'est Madame Doy, hein? Madame Lo, qui m'a accueillie tout à l'heure. Vraiment, ça me touche profondément que des jeunes gens prennent déjà leur samedi pour venir ici, participer à une après-midi littéraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité de vos textes, la qualité de vos notes de lecture qui sont chacune dans son style absolument excellente. Si je devais noter, moi qui suis professeur, je mettrais entre 15 et 20. Vraiment. Vraiment. Et je le dis sans flagornerie, sans flatterie. Je le dis parce que c'est vraiment sincère. Vos textes étaient magnifiques et je trouve que vous avez beaucoup travaillé. Et votre travail était très intelligent, très fouillé. Certaines des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui ne l'avaient jamais été. Pourtant, ça fait 3 ans que ce livre est sorti. Ça fait 3 ans que je le porte à travers le pays, à travers le Sénégal, dans les lycées. Mais je découvre chaque jour quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez encore découvert d'autres choses. C'est bien la preuve que le livre, une fois sorti, appartient à ses lecteurs. Et vous êtes de très, très bons lecteurs. Et continuez ainsi. Vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de voir une jeunesse comme celle que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire des jeunes intéressés par les livres, par les idées, par les pensées. Et des jeunes qui ont déjà leurs propres pensées. Il y a beaucoup d'adultes qui vont mourir juste à 90 ans, qui n'ont jamais pu développer de pensée. Et là, je vois des jeunes gens qui, à 15 ans, 16 ans, 18, 20, ont déjà une pensée qui est formée. Et vraiment, je vous encourage à poursuivre, je vous encourage à être vous-même et surtout à creuser et à vous faire confiance parce que vous avez tous les germes, les bonnes graines ont été semées. Moi, je rends hommage à vos parents qui vous ont bien éduqués parce que vous êtes très, très bien éduqués. Et ça, c'est la mère qui le dit. Si mes enfants, à moi, pouvaient être aussi passionnés que vous l'êtes de littérature, je serais super heureuse. Mais eux, ils sont intéressés par autre chose. C'est pour ça que je vous considère vous-même comme mes enfants. Mais vraiment, mais des enfants de cœur. Parce que finalement, c'est ça, des enfants qu'on choisit. Parce qu'on a toujours le choix. Et mes livres ne parlent que de ça, en fait. Ils parlent de choix. Vous avez fait le choix de venir aujourd'hui, non pas faire autre chose, mais parler de littérature. Avoir le choix, c'est pouvoir dire non à ce qui me blesse, non à ce que je ne veux pas, mais oui, mais engagé, oui pour des idées, oui pour un idéal. Si vous avez l'âge d'être idéaliste, c'est maintenant ou jamais.